Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo quelques notions de première qu'il est essentiel de maîtriser pour comprendre le programme de terminale. Nous commencerons tout d'abord avec un peu de vocabulaire. Nous avons revu la notion de pluton à travers l'étude du granit de Flamanville. Pour rappel, un pluton est une grande masse de roches magmatiques grenues, c'est-à-dire de roches entièrement cristallisées. Ces roches se sont cristallisées lentement en profondeur, comme c'est le cas pour le granit, comme ici, ou le gabbro. Ici, le granit de Flamanville est bien un pluton d'une longueur de 7 km qui va recouper des sédiments. Comme je viens de le dire, les plutons se forment en profondeur, comme au niveau de la racine crustale des chaînes de montagne ou au niveau des zones de subduction suite à la remontée de magma hydraté dans la plaque chevauchante. Grâce à des mouvements tectoniques et à l'érosion, ces plutons profonds peuvent être ramenés à la surface de la croûte terrestre et être observables dans le paysage comme c'est le cas pour le granit de Flamanville. En première, vous avez étudié la structure du globe terrestre. Vous avez vu que la croûte est séparée du manteau par une discontinuité, le moho. Cette discontinuité marque une différence de composition entre la croûte et le manteau. La profondeur du moho n'est pas la même partout. Elle est d'un peu moins de 10 km sous les croûtes océaniques et d'environ 30 km au niveau des croûtes continentales. Elle peut être beaucoup plus épaisse au niveau des montagnes. Ainsi, au niveau de l'Everest, la profondeur du moho est de 100 km. L'Everest faisant 8849 mètres, la croûte continentale présente donc un épaississement sous les reliefs montagneux. Cet épaississement, appelé racine crustale, est d'environ 91 km au niveau de l'Everest. L'étude de la propagation des ondes sismiques vous a permis de différencier la sténosphère de la lithosphère, ici et ici. La sténosphère est ductile et plus facilement déformable, contrairement à la lithosphère qui est rigide et cassante. On constate que la lithosphère est formée de la croûte et d'une partie du manteau supérieur. Elle comprend donc le moho. La sténosphère est située sous la lithosphère, donc dessous. Elle se trouve donc plus en profondeur et correspond à une partie du manteau où les péridotites sont dans un état plus visqueux. Comme je viens de l'indiquer, la croûte continentale et la croûte océanique présentent de nombreuses différences. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, la croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique. Leurs compositions sont également différentes, ce qui va entraîner des différences de densité, la croûte océanique étant plus dense. La croûte océanique est formée de deux types de roches magmatiques, les basaltes et les gabbros. Quant à la croûte continentale, elle est principalement formée de granit. En étudiant la structure du globe, vous avez vu que la lithosphère est divisée en un certain nombre de plaques tectoniques. Ces plaques lithosphériques rigides sont animées de mouvements, ce qui produit des déformations aux frontières entre les plaques. Lorsque deux plaques s'écartent, il y a divergence. Les dorsales, qui constituent les limites de plaques divergentes, se caractérisent par un magmatisme plus ou moins intense à l'origine de la mise en place de la croûte océanique, comme c'est le cas ici. Lorsque deux plaques se rapprochent, ici et ici, il y a convergence. Si une plaque est plus dense que l'autre, elle va s'enfoncer dans le manteau. C'est la subduction qui permet le recyclage de la croûte océanique au niveau des fosses océaniques. Si les deux plaques sont de même densité, elles vont s'affronter, ce qui va entraîner l'apparition de montagnes et l'épaississement de la croûte continentale. C'est la collision. Nous allons étudier de manière plus détaillée les caractéristiques de ces trois limites de plaques. Nous commencerons par les dorsales, qui sont des zones de divergence des plaques, donc les plaques s'écartent. Les dorsales sont caractérisées par une activité magmatique plus ou moins intense à l'origine de la création d'une nouvelle lithosphère océanique. Il existe deux types de dorsales, les dorsales rapides avec une forte activité magmatique qui permet la mise en place d'une croûte océanique formée de basalte en surface et de gabbros en profondeur. Les dorsales lentes, où l'activité magmatique est plus réduite et la divergence met directement à l'affleurement de la péridotite des manteaux. Néanmoins, on observe la mise en place de quelques basaltes et de quelques gabbros en surface. Au niveau de la dorsale, la lithosphère océanique est le siège d'une circulation d'eau qui modifie la composition minéralogique des roches.
les roches se serpentinent, c'est-à-dire qu'elles prennent un aspect en peau de serpent, ce qui va correspondre à un métamorphisme hydrothermal, donc un métamorphisme lié à l'eau. Que les dorsales soient lentes ou rapides, la lithosphère océanique est toujours formée de basalte, de gabbro et de péridotites en profondeur. Ces trois types de roches, ensemble, forment ce qu'on appelle un complexe ophiolitique ou ophiolite. Les basaltes émis au niveau de la dorsale sont refroidis très rapidement et prennent une forme dite en coussin. On retrouve des structures similaires à la surface des continents, ce qui indique qu'un lambeau de la croûte océanique a été intégré au continent. Une autre limite de plaques correspond aux zones de subduction. Les zones de subduction sont des limites de convergence, c'est-à-dire que les deux plaques se rapprochent, comme c'est le cas de la plaque Nazca et de la plaque Amérique du Sud. Ce type de limite se caractérise par la présence d'une fosse océanique et la présence d'un arc volcanique. Au niveau d'une zone de subduction, la lithosphère océanique, plus dense, plonge sous l'autre plaque lithosphérique, moins dense. Au niveau de la plaque chevauchante, donc la plaque qui reste en surface, le volcanisme est de type explosif. Les magmas à l'origine de ce volcanisme proviennent de la fusion partielle des péridotites hydratées. Ces magmas sont donc hydratés. Ces magmas remontent dans la croûte chevauchante et sont à l'origine du volcanisme, comme je viens de le dire, ou de plutons qui vont refroidir dans la croûte et former des granitoïdes. Au niveau de la lithosphère océanique subductée, ici, les roches subissent des transformations à cause de l'augmentation de la pression et de la température au fur et à mesure de l'enfoncement de la plaque. Ces transformations s'accompagnent d'une déshydratation des roches de la lithosphère océanique. C'est cette eau qui hydratera le manteau de la plaque chevauchante et qui provoquera la formation des magmas et du volcanisme. Les transformations de la lithosphère océanique plongeante sont liées à un métamorphisme haute pression basse température. Les roches n'entrent pas en fusion, mais se transforment en restant à l'état solide. Ainsi, le gabbro de la croûte océanique, formé de pyroxène et de plagioclase, comme on le voit ici, va être transformé en métagabbro, à schiste bleu, où le pyroxène va être transformé en glaucophane. Puis, sous l'action de la température et de la pression qui augmente au fur et à mesure que la plaque plonge, le plagioclase et le glaucophane seront transformés en grenat, ce qui donnera des éclogites. Donc on a une modification des roches au fur et à mesure que la plaque plonge et que la pression et la température augmentent. Comme nous sommes dans une condition où la pression augmente plus rapidement que la température, on appelle ce métamorphisme un métamorphisme haute pression, basse température. La dernière limite de plaque rencontrée correspond aux zones de collision, où deux lithosphères continentales s'affrontent, formant un épaississement crustal correspondant à une montagne et sa racine, comme dans le cas de l'Himalaya et de l'Everest que l'on voit ici. La collision de deux lithosphères continentales entraîne un raccourcissement et un épaississement crustal à l'origine d'une chaîne de montagnes. Donc on a bien un raccourcissement avec un épaississement. Donc l'orogenèse, c'est l'ensemble des processus, donc l'ensemble de ces processus qui aboutit à la formation d'une chaîne de montagnes. L'épaississement crustal va provoquer l'enfouissement de certaines roches en profondeur. Sous l'effet de l'augmentation et de la température et de la pression liée à cet enfouissement, ces roches vont se transformer à l'état solide. C'est à nouveau un métamorphisme. Sous l'effet de la pression et de la température, les cristaux formés se regroupent pour former des lignes dans la roche. À grande profondeur, certaines roches de la racine crustale peuvent même entrer en fusion et former des plutons. Le raccourcissement est rendu possible par la mise en place de plis, de failles. Quand la roche ne peut plus être déformée, elle casse ce qui va donner une faille. De chevauchement, donc grâce à une faille, un bloc entier de rocher est poussé par-dessus un autre alors qu'il devrait se trouver en dessous. De nappes de charriage, donc c'est un ensemble de couches géologiques long de plusieurs kilomètres qui se sont déplacées lentement en glissant sur d'autres couches. Donc là, effectivement, on a un fragment de nappe qui s'est détaché et qui a glissé, et là, on a une zone d'érosion. Dans le cadre d'un raccourcissement, les failles observées sont de type inverse. Les blocs ne se déplacent pas dans le sens de la pente. Effectivement, ce bloc-là ne se glisse pas sur la pente, il remonte. Contrairement au cas d'une faille normale où on a ce bloc qui va glisser sur la pente formée par la faille. On a vraiment un glissement comme s'il glissait sur un toboggan.
Une zone de collision se repère donc à plusieurs éléments dans un paysage. Les roches métamorphiques, avec les cristaux alignés, les plis, les failles, les chevauchements et les nappes de charriage. Pour résumer, chaque limite de plaque a ses caractéristiques propres qui permettent de l'identifier. Les dorsales sont le lieu de la création d'une nouvelle lithosphère océanique, et si on retrouve des roches de la lithosphère océanique, celles-ci proviennent donc obligatoirement d'une dorsale. La subduction se caractérise par un métamorphisme haute pression basse température qui affecte les roches de la lithosphère océanique. Ces roches enregistrent les modifications de pression et de température de la plaque plongeante et elles prennent des faciès caractéristiques comme le faciès schiste bleu ou le faciès éclogite. Les zones de collision sont repérables suite au raccourcissement et à l'épaississement de la croûte continentale qu'elles provoquent, avec mise en place de plis, de failles et de roches spécifiques. J'espère que ce rappel essentiel à la compréhension du cours de terminale a été clair pour vous. À bientôt.